Merci. Je vous propose maintenant d'accueillir nos 3 auteurs de la semaine. Eh bien d'abord, j'accueille le roi de la série grise. Oui, vous avez bien entendu, pas la série noire. La série grise, c'est une formule de Jérôme Garcin. Jacques-Pierre Hamette, qui publie un polar, Le Lac d'Or, aux éditions Albin Michel. Et puis maintenant, j'accueille le socio-provocateur Alain Soral, qui publie un abécédaire de la bêtise ambiante. C'est aux éditions Blanche. Et puis enfin, j'accueille une journaliste, la journaliste Isabelle Juppé, qui est la femme de qui vous savez, c'est-à-dire d'Alain Juppé, et qui publie La femme digitale, c'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Bon, alors, Jacques-Pierre Hamette, le héros du Lac d'Or, l'inspecteur Barbet, c'est François Berléand. Ah oui, on peut le voir dedans, oui, oui, tout à fait. Mais moi, j'aimerais d'ailleurs voir Berléand faire un jour Maigret. Ça, j'aimerais beaucoup. Oui, alors, Maigret, Barbet, il y a un peu des ressemblances. Mais là, le Lac d'Or, c'est l'histoire d'un flic, d'un inspecteur, donc en fin de parcours, quelqu'un d'une autre époque, complètement dépassé par les événements, qui enquête sur l'assassinat d'une prostituée, Chloé, qui se trouve avoir été l'une de ses ex. Ouais. C'est ça. C'est l'histoire. C'est le vieux flic qu'on met au bout du couloir sur les affaires les plus crapoteuses, qui ne sont pas urgentes. C'est lui, voilà, mais c'est oui, voilà, oui. Et il regarde les jeunes flics à blouson qui sortent dans la cour avec les Kawasaki, etc., qui friment, etc. Puis il voit qu'au fond, sur son bureau, il arrive des rapports, médecin légiste, et en fait tout se passe maintenant par empreinte génétique, etc. Et lui, il est de l'école Maigret. C'est un univers, il comprend rien. Enfin, ça l'emmerde, quoi. Oh, l'école Maigret, sauf que c'est pas un grand flic. Hein. Attendez. Maigret est un grand flic, pas Barbet. Il est, on ne sait pas trop ce qu'il a été, mais en fait, il est humain. C'est-à-dire que quand il a devant lui, à son bureau, un témoin, il sait quand même le regarder et le faire parler. C'est la France que vous voyez comme ça, Jacques-Pierre Hamette, mélancolique, défaitiste, bétonnée, crasseuse? Non, elle est glissante. Elle n'est pas terrible là-dedans. Hein. Non, mais... Il pleut beaucoup, ça c'est à cause de la Normandie, mais il pleut. C'est le 13e arrondissement tel que je le connais, c'est-à-dire ouais, mais enfin, vous êtes normand et vous voyez la pluie partout, vous êtes... Hein? Non, c'est pas ça? Il pleut beaucoup sur le 13e. C'est vrai, c'est l'arrondissement le plus... Oui. Surtout quand c'est vu par un normand. Bien sûr. Mais vous savez, c'est vrai que moi j'aime les lumières normandes, et les peintres normands sont importants, et que tout Maupassant c'est sous la flotte, et que Flaubert, Madame Bovary... Hein, vous seriez dans le Sahara, vous verriez encore de la pluie. Mais non, justement, je ne vais pas dans le Sahara, je reste dans mon 13e... Vous déplacez toujours la Normandie avec vous. Je suis dans mon 13e gris, et je regarde les gens, voilà. Voilà, il n'y a pas des motifs d'optimisme dans Lac d'Or, moi je n'en ai pas vu. Hein. Bah, pas tellement, non. Simplement, il y a un motif d'optimisme, c'est quand on a fini un bon livre, voilà. Ah oui, c'est tout. Oui. Ouais. Et alors, Alain Soral, vous avez des motifs d'optimisme? Parce que j'en ai pas vu non plus là, dans ABCDR, la bêtise ambiante. Tout le monde il est noir, tout le monde il est méchant, tout le monde il est bête, tout le monde il est salaud. Alors, c'est pas fatigant quand même de flinguer tout le monde là tout le temps, non? Tout le monde y passe. Alors, le comique là, que vous trouvez bête, lâche, conformiste, vous rigolez jamais, vous, hein? Non, je dis que un peu le Jacques-Pierre Hamette de la... Depuis que les comiques ont une espèce de fonction en fait, de rendre tout équivalent en politique et de faire de la fausse subversion, je trouve que les comiques ne sont plus drôles. Mais c'est de la socio, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une espèce de fonction du comique qui est l'inverse même de ce qui devrait être normalement, c'est-à-dire de faire prendre conscience des problèmes et d'être un peu le fou du roi. Là, le comique aujourd'hui est plutôt pour rendre tout indifférent. Voilà, il y a ce... Puis c'est très faussement subversif, le comique, quoi. Et puis j'en ai fréquenté quelques-uns et je les ai trouvés finalement pas très drôles. Et puis il y en a un auquel je pense très fort, là. Dites-moi qui? Oh, j'aime pas citer les noms, mais... Alors, allons-y, il y en a plein là-dedans, là, attendez. Bedos, par exemple, les comiques qui au début sont drôles parce qu'ils sont sur des sujets légers comme la drague, et puis à force de flatterie mondaine se prennent pour des intellectuels alors qu'ils n'ont pas le substrat, et qui après se prennent pour des penseurs. Et souvent, c'est assez tragique de voir à quel point ils deviennent conformistes, faussement subversifs, et même assez flics. J'ai remarqué ça, c'est-à-dire que les comiques vieillissent mal, j'ai remarqué ça souvent. Je suis juste Bedos, que j'en connais d'autres à qui je ne veux pas faire de tort. De Vos, il a très bien vieilli, non? Oui, mais non, mais De Vos, c'est resté un...
il est resté dans l'école du cirque un peu. C'était Oui, c'était pas politique, c'était jamais ouais, politique. c'était pas politique, Oui. puis ça se présentait pas. Il n'y a rien de pire que les gens qui sont dans le mondain, qui prétendent critiquer le mondain. Pour critiquer le mondain, il ne faut pas en être. Enfin, moi, c'est comme ça que je me suis débrouillé, je me suis fait virer, parce que c'est très difficile de critiquer les gens qui vous invitent à dîner. D'abord, ça ne se fait pas. Donc, pour pouvoir critiquer les gens, à la limite, il y avait la critique de cinéma, il y avait la même chose. Avant, Serge Danet disait qu'il avait une pratique, c'était de toujours payer sa place au cinéma et de jamais aux projections de presse. Moi, je flingue, mais on ne m'invite pas à dîner. Et je serais très mal à l'aise, parce que comme je suis un gentil, si M. Berléand m'invite à dîner, je ne peux plus rien dire sur lui, quoi. Et le vrai problème des comiques, c'est qu'ils sont en fait très institutionnels, et qu'au début, ils sont un peu subversifs, et qu'après, ils flinguent ils tirent sur les petits, ce qui est assez facile. J'ai lu récemment des trucs. vous là- tirez sur- La fin, c'est qui? C'est Coluche, quoi. Le dernier. Non, mais il y en proches, a un autre qui a disparu, mais qui existe, qui avait Dieudonné, qui était très courageux, mais qui a disparu, parce qu'il osait des trucs difficiles. Et c'est vrai que... c'est pas mal aussi. Ouais, mais enfin, faire des gags sur les portables et les obèses, c'est pas très drôle, C'est quoi. pas politique, quoi. C'est vrai que. Non, mais maintenant, il y a une. Coluche faisait rire sur la politique. Oui. Et puis, mais c'était une époque où on avait le droit de rire. Des proches aussi, prenez quand même certains risques. Maintenant, on peut plus. Ce que j'aime pas, c'est qu'on flingue les petits en faisant croire qu'on est courageux et qu'on épargne systématiquement les gros, parce que réellement, c'est risqué. En réalité, il y a un vrai risque. Enfin, moi, je me suis amusé à flinguer, mais j'ai pris des coups. Ça, c'est pour ceux qui savent. Vous voyez d'où vous venez quand même, l'ancien communiste, passé dans le pénisme, là, c'est un peu ça votre parcours, non? Oui, oui, oui. Bah, moi, j'ai appelé à voter. Vous avez appelé à voter Bayrou, moi j'ai appelé à voter Le Pen. Les gens m'ont demandé pourquoi, je dis parce que c'est interdit, tout simplement. Ah oui, voilà. Ah, c'est la seule raison. Non, c'est la raison majeure, oui. Bon. Moi, on m'avait expliqué en 68 qu'il était interdit d'interdire. Jospin nous a expliqué récemment que l'antifascisme n'avait jamais été que du théâtre sous Mitterrand. Et puis, en plus, le président de la République consulte Le Pen tous les 15 jours à l'Élysée. Donc, à un moment donné, je me dis, arrêtons la tartufferie, quoi. Je veux dire, le mec, il est dans l'arc républicain ou il n'est pas dans l'arc républicain? Donc, moi, j'ai appelé à voter Le Pen parce qu'on m'avait dit, arrête de déconner, tu es en train de gâcher ta carrière. Et je me suis dit, quelle est la plus grosse connerie que je peux faire? Appeler à voter Le Pen. D'ailleurs, avec Dieudonné, on s'était un peu entendu là-dessus. Et on a fait l'énorme connerie. Et ce qui est rassurant, c'est que je suis là ce soir, donc je me dis, finalement, on peut survivre à ce genre de conneries. Ça l'a Est-ce que vous avez pas voté aidé Le Le Pen Pen. Une bonne question, là. Au dernier moment, il a hésité. C'était juste pour la réclame, quoi. Vous avez dit ça pour... Non. Puis en plus, j'estimais que dès lors qu'on Non, vous n'avez prétendait... pas voté Le Pen, donc... Non, mais j'ai appelé à voter Le Pen, ce qui est bien plus Ah oui, fort. mais vous n'avez pas voté. Ah ben non. C'est bien différent. D'appeler à voter et puis le choix dans l'urne, là, c'est. Surtout quand on appelle à voter Pareil. Le Pen. Parce qu'il y a beaucoup de gens, moi, je crois... Donc vous n'avez pas voté Le Pen. Non, mais attendez. Non, mais j'ai pas à dire pourquoi j'ai voté. La démocratie, c'est Vous que n'avez c'est pas qu'il y a voté des Le Pen. isoloirs. Très Ce que je fais intéressant. remarquer, moi, c'est que dans le monde des médias, dans le monde culture-mondain, dans notre monde à nous, je n'ai jamais rencontré personne qui avait voté Le Pen. Jamais. Officiellement. Or, je suis persuadé qu'il y en a qui en douce l'ont fait. Bon, Comme on fait un petit doigt d'honneur. quoi. Vous appelez à voter J'ai Le fait Pen, mais l'inverse, vous moi. ne votez pas Le Pen. Ma démarche, ça serait plutôt ça. Ça serait de dire, allez voter Le Pen, c'est interdit. Et finalement, c'est ce qui fait c'est le vrai acte punk, il est là. Quoi. Je veux Vous dire, trouvez ça drôle? Ouais, bien sûr, oui. Ça vous fait rire? Ouais. Bon. Alors, vous êtes très pessimiste sur tout le monde, c'est un livre très noir, et vous êtes pessimiste aussi sur François Fillon? Isabelle Juppé, donc vous êtes l'épouse d'Alain Juppé. Et vous avez connu avec votre mari les affres de l'impopularité, c'était il y a 13 ans. Oui, mais ce qu'on vient de voir, ça prouve que les vies politiques sont longues, mais l'opinion change vite. En fait, c'est vrai que de 6 mois en 6 mois, tout peut basculer, donc il faut rester zen et endurer. Et voilà, il y a des moments qui sont très 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 durs à vivre, très douloureux. Alors qu'est-ce que vous avez comme conseil là, dans ces cas-là? Non, mais je pense qu'il faut effectivement essayer de garder son cap, de rester sur la durée et de jouer avec cette espèce de révolution d'aujourd'hui des médias qui fait qu'on est dans une époque d'instantanéité où c'est l'émotion qui règne plutôt que la raison et où on est sans arrêt en train de jouer avec tout ça. Donc il y a d'un côté l'opinion, le public, les électeurs, il y a les hommes politiques, il y a les médias, il y a les éditeurs, il y a les journalistes, et un peu c'est un jeu entre les quatre, et bon, ça peut être très très violent. Pour vous, ça c'est superficiel, c'est quand même au fond l'écume des jours?
ce qui se passe aujourd'hui? Je pense qu'on ne fait pas la part justement entre le superficiel, le dérisoire, l'important et l'essentiel. Tout est mélangé et donc il faut vraiment être très, très solide et avoir beaucoup de repères dans la vie pour être capable de se faire son propre jugement et de ne pas se laisser influencer par ce torrent d'informations ou de désinformations, tout ce qui tombe et qui est très nouveau. Et c'est le lien un peu avec ce sur quoi j'ai travaillé, c'est que en plus avec tout cet univers numérique qui bouleverse complètement les médias, qui fait qu'on est oui, on est Internet, là, bon, vous en parlez évidemment Bah, dans votre livre, c'est le sujet, ça joue un rôle important dans tout mais ça. bien sûr, La bien sûr, rumeur, c'est le vrai que- ragot, oui, oui. Et ça, c'est très nouveau. Donc, il y a à la fois le côté vie privée de la vie politique qui n'existait pas avant. Mais pourquoi? C'est parce qu'effectivement, les médias ont besoin aussi de trouver de nouveaux moyens de s'en sortir et de lutter face aux nouveaux médias. Et donc, ce qui fait vendre... Alors, dites-moi, Alain Soral, vous qui en prenez à tout le monde, là, il y a des pages horribles d'ailleurs, affreuses, sur les gays, je trouve ça épouvantable. Et il y a aussi un éloge de Staline, j'ai pas trouvé terrible. Et puis, alors, il y a une haine. Moi, je suis dans la vraie vie, ce que Berléand fait au cinéma. Il y a une haine de la France que vous décrivez, alors, comme un pays d'anglo-saxons névrosés, envahi par des maghrébins hostiles. Vous croyez vraiment ce que vous écrivez? Oui, mais c'est une boutade, mais c'est vrai. C'est-à-dire, on voit bien aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai écrit ça, je me suis fait traiter de fasciste par le Nouvel Obs, et puis depuis, ça a bougé. Et cette gauche bobo qui, au nom de la défense de la laïcité, est très en pointe contre le soi-disant fascisme vert, aujourd'hui m'a rattrapé. Ce qui est assez marrant, c'est que j'écris un truc, je me fais engueuler, et puis ça devient la doxa 2 ans après. C'est le danger d'être en avance. C'est-à-dire que moi, je suis l'avant-garde qui prend les coups, et tout le monde écrit ce que j'écrivais il y a 2, 3, 4 ans. Aujourd'hui, tout le monde l'écrit, quoi. Je veux dire, ça, c'est Charlie Hebdo, hein. C'est Philippe Val, hein, ça, de dire ça en gros. Mais lui, il a le droit. Jacques Permette. Non, mais vous dites que vous êtes en avance. Depuis mon enfance, j'entends quand même sur Staline, sur le racisme, sur l'homophobie. Enfin, c'est des vieux thèmes crapoteux, je trouve, franchement. Il faut lire le texte. Je fais un éloge paradoxal de Joseph Staline, en disant que quand l'URSS existait, la France avait encore une existence Les millions de morts, politique qu'est-ce que vous en étrangère. faites Les dizaines de millions de morts, Lisez les mais qu'est-ce textes. que vous en faites? J'ai lu, mais bien entendu. Mais Je dis que pour nous, faut passer Français, vite il n'aurait là-dessus, pas fallu quoi. que l'URSS tombe, car la France avait un plus beau destin en termes de rayonnement international quand il y avait 2 empires plutôt qu'un. Donc déjà, il y a un texte, il y a une réflexion, il y a une pensée. Donc ça s'appelle Éloge paradoxal de Joseph Staline. Le titre est provocateur, mais il y a du... Moi, je revendique quand même du fond. Hein. Je veux dire, c'est drôle à lire, mais il y a du fond, il y a une vision du monde. Je veux dire, je me dis, est-ce qu'on devait se réjouir de l'écroulement de l'URSS tel qu'il s'est passé, où l'espérance de vie du Russe moyen est tombée à 52 ans à un moment donné quand même, et où des professeurs de paléoanthropologie, pour vivre, étaient obligés de vendre des cigarettes derrière la gare. Je veux dire, il s'est passé tout ça en Russie. Et voilà, donc... Il y a une différence entre faire l'éloge de Staline et puis l'éloge du socialisme. Mais je vous ai remarqué que j'ai fait l'éloge de Staline il y a 3 ans, pas quand Staline était au pouvoir. C'est tout ça la différence, c'est que quand Staline était au pouvoir, la moitié des écrivains et des acteurs, jusqu'à Gérard Philippe, faisaient l'éloge de Staline. Excusez-moi, c'était obligatoire à l'époque. Et Jean Villard aussi. Donc, moi, ce que j'aime pas, c'est les gens qui font l'éloge des puissants quand ils sont là. S'amuser sur Staline alors qu'il est mort depuis, je crois, 52, je veux dire, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que moi, je tape sur les puissants d'aujourd'hui et je prends des risques et je m'amuse parfois à rigoler avec les puissants d'hier. C'est pas pareil. Ce que je remarque, c'est que les gens sont très, comment dirais-je, lèche-botte avec les puissants d'aujourd'hui. C'est quand même... Jacques Permette. Je suis un peu surpris de tout ça parce que si vous me dites que si vous êtes en avance, si le racisme et l'éloge de Staline c'est être en avance, alors là je crains l'avenir, hein, et mon flic aussi. C'est plus fin que ça, c'est plus fin que ça. Excusez-moi. Mais qu'est-ce qu'il a contre la cage aux folles? Enfin, je parle de la cage aux folles avec Poiret et Serrault, bien entendu. Moi, je voyais ça en cachette, parce qu'à l'époque, je travaillais dans une troupe pure et dure, où on s'ennuyait ferme. Et... On s'ennuyait ferme. Alors, pour aller rigoler... Donc, pour aller rigoler, moi, j'allais en avec cachette, des lunettes noires, sans dire à personne. une fausse barbe à l'époque, oui, parce que vous n'aviez pas grosso encore la modo, barbe, c'était ça. ouais. Et je passais, moi, j'ai vu 2-3 fois de suite, hein. J'ai vu environ une dizaine de fois la cage aux folles, mais en 2 semaines, j'avais vu 3 fois. Et j'étais mort de rire en me disant, mais pourquoi moi, ça m'arrive pas une chose comme ça, pourquoi je dois faire des textes, je ne comprends rien. En fait, c'était une catastrophe sans précédent, ce qu'on faisait. C'est pas bon. Alors, dans votre biographie de Zilberstein, il y a un petit passage intéressant, là où vous dites que les acteurs n'ont rien à voir avec les politiques,
contrairement à ce qui se dit, parce que vous dites convaincre, ce n'est pas émouvoir. Hein. Vous voyez, pour vous, c'est deux métiers différents. Parce qu'on parle souvent des politiques comme si c'était des acteurs, ou des acteurs, d'ailleurs, les acteurs aiment bien parler politique, ou faire Oui, semblant c'est ça, mais c'est tout le monde d'en faire faire. la politique en France, mais c'est vrai qu'il y a... Après, moi, j'étais, par exemple, assez sidéré par les très mauvaises prestations télévisuelles de Ségolène Royal. Je la trouvais toujours fausse. Puis voilà, puis Sarkozy a été élu parce qu'il y avait quelque chose, parler vrai, même si c'était peut-être faux, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait... il était meilleur comédien, quoi. Oui, mais il a appris. Oui, il a travaillé. Voilà, Ségolène Royal a appris. Et tout était faux, c'était faux. Elle a une voix très mal placée. Hein. Oui, très très mal placée. Et à chaque fois, les intonations étaient vraiment l'inverse de ce qu'il fallait faire. Oui, ben enfin, là, Alors, visiblement, après, elle est en train de progresser, là, non? Bah, je sais pas, enfin, je trouve que Toretton n'a pas fait son boulot avec elle. Oui, alors, les taxis, un rapport propose de déréglementer cette profession, comme c'est le cas d'ailleurs dans la plupart des pays étrangers. Et 2-3 grèves bouchons, on remballe tout. Est-ce que c'est possible de réformer la France, Isabelle Juppé? Ah mais moi, c'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Moi, j'ai aucune compétence pour répondre là-dessus. Ce qui est Votre mari, il en sait quelque chose, hein, simplement, parce que... mais c'est à lui qu'il faudrait lui demander. Bah, ça n'a pas été facile. Évidemment, c'est très difficile. Mais on peut le comprendre, mais je n'aimerais pas être à la place de ceux qui doivent le faire, effectivement. Bah, c'est possible ou pas alors, Oui, heureusement que c'est possible. Moi, contrairement à vous, moi, je suis une éternelle optimiste. Donc, heureusement que c'est possible, parce que sinon, ça serait terrible. C'est vrai que quand on lit votre livre, là, la femme digitale, on a le sentiment que la France bouge. Hein. Là aussi, c'est une enquête, hein, très facile à lire, très journalistique. Vous racontez des tas d'exemples et on voit très bien qu'il se passe quelque chose, en tout cas du côté des femmes, que Internet, la toile est en train de devenir un espace de liberté. En fait, ce qui se passe, ça ne concerne pas que les femmes. Et moi j'ai voulu avoir ce regard de femme pour avoir un côté un peu humain et mettre un petit peu de chair dans tout ça qui est souvent vu sous un angle technologique ou économique, enfin de manière assez aride. Et ça m'a vraiment intéressée. Et j'ai découvert plein de choses en me penchant sur la façon dont les femmes avaient pris à bras le corps cette révolution. En quoi elles sont différentes des hommes, là, dans leur approche du numérique? Elles sont différentes d'abord parce qu'elles se situent à plein de niveaux différents. Elles peuvent être à la fois utilisatrices, comme vous, messieurs, de tous ces outils, mais elles sont aussi, c'est ça que j'ai le plus aimé, que j'ai découvert, elles peuvent être parfois des espèces de magiciennes. En fait, moi, ce que je pense, c'est qu'il y a aujourd'hui une sorte de rencontre, de croisement entre ce que l'Internet est devenu aujourd'hui avec ce qu'on appelle le web communautaire, ce monde d'échange et de partage, et puis ce que sont les femmes qui ont inventé les salons de conversation au XVIIIe siècle, qui sont naturellement des êtres d'échange, de communication. Les femmes causent. Pardon ? Les femmes causent. Oui, mais exactement. Mais il y a Maupassant qui a écrit des jolies choses sur la causerie, et il y a une des femmes que je cite en Inde qui reprend ça sur son blog, sur l'art de la conversation et de la causerie. C'est pas forcément des choses futiles ou légères, même si ça peut l'être tout à fait, mais ça peut être aussi des sujets extrêmement palpitants. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, je trouve que dans cette nouvelle génération d'aujourd'hui, ces jeunes femmes là qui montent et qui sont présentes sur la toile, on peut parfaitement réconcilier le féminisme et la féminité. On peut être sur un même blog très légère et donner des petits conseils pour choisir un bon maquillage ou parler d'écologie ou de sujets très importants. Ça vous embouche en coin, visiblement, là, Jacques Perramette, parce que quand on lit Le Lac d'Or, il n'y a pas question d'Internet. Hein. Là, on n'est vraiment pas dans cet univers-là. Hein. Non, mais on est toujours dans les années 30 ou les années 20, peut-être. C'est les années 40, 50 de Siménon, quoi. Mais ce qui m'étonne dans ce que dit Madame Juppé, c'est que elle a une conception noble de la toile, salon de conversation du 18e. Quand je regarde, moi, sur mon ordinateur, je tombe des fois sur... c'est un peu la foire, un peu de tout, avec des insultes qui fusent, ce qui est d'ailleurs assez plutôt bien, et une espèce de grande parlerie post-68 de temps en temps qui est marrante. Alors, pour vous répondre, je ne suis pas du tout une euphorique de la toile, et c'est toujours facile d'avoir un discours manichéen, soit de trouver ça absolument génial en disant venez c'est merveilleux, ou au contraire, comme le font certains, de dire mais c'est horrible, c'est un monde abominable, il faut surtout ne pas y mettre le petit doigt. Moi au contraire, dans le bouquin, j'essaie d'avoir un chemin exactement entre les deux, et ce que j'essaie vraiment de faire passer, c'est la nécessité de pédagogie et de transmission sur ce sujet-là. Moi je dis, essayez, venez, n'ayez pas peur, comprenez comment ça marche, et vous serez plus... Il y a aussi n'importe quoi, là. Non, mais c'est pour ça. Les informations, les bio-fantaisistes, oui, enfin... bien sûr, mais une fois que vous aurez... la femme digitale. Oui, non, mais une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez compris comment ça marche, vous serez plus habile,
pour aller vers les chances et les opportunités extraordinaires que ça ouvre. Et ça en ouvre. Et ça en ouvre pour les femmes notamment, mais aussi pour plein d'autres choses, et en matière de culture notamment, mais aussi de déceler les dangers, les risques de dérive, d'addiction et d'horreur, parce que ce n'est que le reflet de la société. Et effectivement, il y a le meilleur et le pire, et il y a des choses abominables qui s'y passent. Mais ça vient souvent de gens qui n'ont pas fait l'effort de s'y plonger, que d'avoir cette attitude très réservée, très réticente, et finalement qui nous met un petit peu à l'écart de la nouvelle génération d'aujourd'hui. Moi, je suis une maman, j'ai des jeunes enfants et qui sont de cette génération digitale, et si je veux garder le lien avec eux, si je veux être en phase avec eux et les accompagner dans le monde du 21e siècle de demain, qui, de toute façon, fonctionne avec ça, il faut y aller, et puis après, on peut critiquer, on peut dire attention. Mais branchez-vous, voilà. Jacques Permette, je sais qu'il est branché quand même. Non, mais écoutez, moi je suis semblant dans son livre. Non, Je suis mais journaliste. Non, mais attendez, je suis branché. journaliste et vous êtes aussi journaliste. Vous savez très bien qu'on a un minimum de règles de déontologie. Or, la vitesse à laquelle on peut lancer n'importe quelle rumeur sur le net est quelque chose d'assez foudroyant, et on peut quand même craindre un peu cet espace de liberté formidable, mais d'un seul coup, ça peut aussi vous exploser à la gueule, le racisme, le tout, Alors, enfin c'est le tout et n'importe quoi quand même. Pareil à la télé, hein, quand même. Oui. Non, Là, mais- il y a plus personne, excusez-moi, mais plus personne fait de travail d'investigation, de journal télévisé, c'est incroyable. le temps, Je ils ont reprends pas les l'affaire moyens. Doutreau, simplement. On a livré en pâture des gens qui étaient innocents. Et voilà, et c'était au journal de 20h, que ce soit TF1, France 2, France 3. Donc De toute façon, sur la plus pédophilie, c'est personne. soit ou trop, soit Voilà, pas assez. l'affaire Baudis aussi. Enfin, je veux oui, dire, enfin voilà, les affaires, oui, plus je personne n'attend la fin de la Maintenant, on procès. va en avoir 20 à faire Baudis avec le net. Parce que, par contre, quand on regarde les forums, Alors, ce la qui est toile. bizarre, c'est que c'est très violent, parce que comme c'est virtuel, les gens sont pas face à face, c'est très agressif. Il y a les pseudos. souvent. Et puis au bout de 4 échanges, les gens se traitent de fascistes en général. C'est le mot que. C'est-à-dire que moi qui suis pas très démocrate, il y a une vraie raison de douter de la démocratie, c'est les forums, parce qu'on voit le niveau de bêtise, de violence et de mauvaise foi. On peut avoir des espoirs, mais les forums réels, c'est très brutal, très violent, et ça termine toujours par facho. Alors, Alors, la parole à l'optimisme. Non, mais vous avez tous les trois raison. C'est un monde de violence, de dérives terribles, virtuelle, et où on est caché derrière son écran, ce qui laisse effectivement. C'est la délation, Et justement, beaucoup de c'est lâcheté. à cause de ça que moi, il y a quelque chose qui me tient extrêmement à cœur et qui est véhiculé par une de mes héroïnes, qui est ce qu'on appelle la nétique. N-E accent aigu, T-H-I-Q-E, qui est justement une sorte de code de savoir-vivre, de code de la route de l'Internet et des blogs qui est en train de se développer à l'initiative d'une femme, parce qu'il y a aussi ces valeurs de pédagogie, de transmission et de mesure et de raison pour essayer d'irriguer ce monde, parce que justement il est terrible et dangereux. Et aujourd'hui, je crois que c'est ça qui est en train de se passer, et les femmes sont porteuses de ça. C'est pour ça moi que je les encourage et que je me mets dans ce mouvement. Les femmes sont en train de tenter de bâtir, malgré cette violence qui est souvent sur les blogs véhiculés parfois par les femmes, mais beaucoup par les hommes, qui est en train d'essayer d'élaborer une sorte de salon de conversation où l'on est capable de se parler de manière sincère et poli. Et c'est un défi Il y a une grosse terrible. différence. Oui. Il n'y a pas la présence physique. Et le problème du virtuel, par exemple, moi j'existe beaucoup par Internet, parce que j'avais des petits problèmes avec les médias dominants, j'ai 2 sites d'ailleurs. Alors il y a un petit côté Radio Londres, c'est-à-dire on fait de la résistance, mais le problème c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils résistent, parce qu'ils sont derrière leur écran. Il n'y a jamais de passage vient à de parler l'acte. de délation quand même. Hein. Il y a l'autre côté aussi. Il y a oui, le c'est côté que- Radio Paris. Hein. Il y a un côté de déréalisation aussi. Vous savez qu'il y a des blogs, c'est que des pseudos, et que c'est toutes les lettres qu'on peut envoyer sur son voisin en J'ai disant reçu un nombre n'importe de quoi. menaces de hein. mort par Internet incroyable, parce qu'à un moment donné, il y a un service de police qui s'occupe de ça. Internet, vous vous rendez compte, sous l'occupation. Hein. On a attrapé un gamin, un mec qui me menaçait de mort, et en fait c'était un type de 16 ans qui habitait chez ses parents, qui a pleuré quand les flics sont venus chez lui, et j'ai même pas porté plainte parce que la police m'a dit il va être puni par sa mère. Et le mec me menaçait de mort, il s'appelait Menahem le tueur, je vais éclater ton cerveau de fasciste vert sur les murs du Marais, et je pensais que j'avais affaire à une sorte de Rambo, et c'était un gamin de 16 ans du 16e arrondissement sur le truc de sa mère. C'est ça le danger d'Internet. Raison de plus, à mon avis, pour que les médias traditionnels, donc les magazines notamment, soient extrêmement consciencieux, rigoureux, et qu'ils aient aussi sur le net une attitude qui soit conforme avec ce qu'on peut attendre de ce métier du journalisme, qui est bousculé, bouleversé par ce qui est en train d'arriver, tout ce qu'on appelle les web citoyens et tout ça. Raison de plus pour qu'on fasse pas n'importe quoi quand on est un journal et un magazine sur le net. Alors, et décidément, on a reçu tout le monde dans cette émission, même Nabokov. Il a raison d'être content de lui parce que Lolita, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Qui n'a pas lu Lolita ici, là? Qui n'a pas lu Lolita? Et ça pourrait pas sortir aujourd'hui. Qui n'a pas lu Lolita?
Ah, j'ai l'impression que vous n'avez pas lu non, la si, liste. j'ai lu, bien sûr. Ah bon Bien sûr. bah, Bah, moi, je le veux bien Ouais, quand bah, même. Mais je allez. je l'ai- Je crois que ça l'ai- pourrait pas sortir Relisez-le. aujourd'hui, hein. Et puis, Bernard Buffet, Nouvelle c'est... traduction. Vous avez vu comme il parle admirablement le Ah oui, français. oui. Alors Bernard Buffet, c'est une bio de Jean-Claude Lamy qui a écrit des bios extraordinaires de Prévert, de Brassens, de Sagan bien sûr. Bernard Buffet, le samouraï, c'est chez Albin Michel et ça c'est pour qui ça? Qui ça? Tiens, Alain Soral. C'est maintenant le moment que vous attendez tous, le bonus avec Monique Younes. Alors, Monique, quelles sont les questions que j'ai pas osé poser à ces messieurs, notamment à François Berléand? Ben, Il y en une a question Ouais. essentielle sur Nicolas vrai Sarkozy, mais oui. Alors on a fait tant de livres sur Nicolas Sarkozy, et bientôt on va faire un film, et on vous propose, à vous, François Berléand, d'incarner le président de la République. Vous acceptez? Ah non, je suis trop grand. C'est un rôle pour Mais clavier. enfin, mais non. Pour clavier. La ressemblance, Pour clavier, oui. mais non, Il faut non. qu'il se coupe la barbe, déjà c'est compliqué. Hein. Ah non, je- Indépendamment, on n'a pas besoin d'une ressemblance physique, François Berléand. je sais bien payé. Oui. Pardon, je Peut-être sais que ni, si mais là, je Carla ne sais pas. Bruni accepte de jouer son propre rôle, ça va aider, non? Oui, peut-être, je sais pas. Non, mais je sais pas. On m'a déjà proposé un film politique comme ça sur l'ascension d'un quelqu'un de l'ombre, mais vous voyez, ça s'est pas Vous fait. pourriez faire Edgar Faure, si on en croit Maxime Grémetz. Ouais, bah, il faudrait qu'il parle un peu comme ça. Il faut demander ça à Besnier plutôt. Il suffit plutôt que de doter, hein, Edgar Faure, il suffit de doter. Vous préférez incarner François Bayrou? Non, mais vraiment politique, non, le scénario qu'on avait proposé était vraiment intéressant, mais bon, il n'y avait aucun caractère de défini, sur Sarkozy, Bayrou, n'importe qui. Voilà, c'était apolitique, mais c'était en tout cas sur la présidence de la République, l'élection. Et Isabelle Juppé, vous n'êtes pas un peu jalouse des internautes qui peuvent envoyer des messages un peu comme ça, coquins à votre mari sur son blog peut-être? Oui, c'est pas Il doit en tellement le genre de recevoir, message quand qu'il même. reçoit, mais c'est ça, c'est vrai que c'est ça aussi l'Internet. Hein. Tout peut arriver, le pire est le meilleur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais moi je peux en envoyer aussi. Donc, Ah, voilà, oui. c'est vous. Ah, voilà. Vous avez un blog? oui, j'ai ouvert un blog qui porte le nom du livre, lafemmedigitale.fr. Et en fait, pour moi, le livre, ce n'est que le premier chapitre. Et donc, je continue sur le blog à recueillir tout un tas d'histoires, de témoignages, de femmes et d'hommes d'ailleurs, qui viennent me raconter leur rapport à l'Internet, qui est parfois très critique. Et c'est vraiment passionnant. Et c'est là où vous recevez des messages coquins. Je commence juste moi, à recevoir des messages, non pas qu'aucun, franchement, pas encore, mais enfin, après tout, Pourquoi Ça va pas? arriver, ça va arriver. peut-être. La question catastrophe, Ah, Monique. François Berléand, nous sommes en 2010. Vous tournez un remake de célèbre film américain, L'homme invisible, tiré d'après le roman de Wells. Tout se passe très très bien, vous êtes très bien payé, vos partenaires sont formidables et le réalisateur est magnifique. Et puis, la première prise, la deuxième prise, la troisième prise, vous disparaissez. On vous retrouve plus et vous êtes là vraiment devenu un homme invisible. C'est un cauchemar de solitude que vous vivez là. Alors, pour vous consoler, vous vous lancez dans une carrière soit de Superman, soit d'érotomane. Que préférez-vous? Oh, les deux, on peut faire les deux quand même. Mais alors, c'est quoi? Ottoman, c'est un peu compliqué quand même, Ottoman invisible. Mais oui, Ça c'est quoi fait- le fantasme d'un homme invisible, François Berléand? Le fantasme invisible, je crois que c'est de devenir visible. Je crois que c'était ça mon problème. C'était que j'étais le second d'une famille de deux, hein, donc on n'était pas beaucoup, mais une fratrie de deux. Et c'était mon frère aîné qui prenait toute la place. Donc il se trouvait que moi j'avais besoin de trouver ma place. Donc comme mon père m'a dit que j'étais le fils de l'invisible, je l'ai cru. Et je me suis dit, bah, c'est pour ça qu'on ne me voit pas, qu'on ne me parle pas, etc. Et donc Mais Tout ce qui- curieusement, à la place, vous l'avez vraiment trouvé avec la barbe, non? C'est un, Oui, c'est un avec tournant l'analyse important dans aussi, votre vie. avec Ouais, l'analyse. ouais. C'était à 18 ans, je raconte dans le bouquin, à 18 ans, bon, à 17-18 ans, je suis sauvé par un psy, là, un vrai, et puis, voilà, après j'ai occulté ça pendant une vingtaine d'années,
Et c'est en faisant une analyse que j'ai mis le doigt dessus, quoi, sur le fait que Votre coup de cœur, Manu? Mais oui, je vais parler de Superman parce que François Berléand adore la bande dessinée. Vous avez une série de 4000 bouquins, m'avez-vous dit? Ouais. Ben voilà, alors là, c'est un génie qui s'appelle Xuan Tan, Là où vont nos pères. C'est mais vraiment un as du dessin. Il vient de recevoir le prix du meilleur album au dernier festival d'Angoulême. C'est son premier album. Et c'est un coup de maître. Et il raconte l'histoire d'un père qui quitte sa famille pour aller chercher un avenir meilleur. C'est un hommage pour tous les émigrants de la Terre. C'est sans bulle. Et le graphisme est vraiment magnifique, c'est onirique et réel en même temps. Et franchement, ça a le charme désuet des films muets. J'ai d'argot et je vous Merci l'offre. infiniment. Merci. Là où vont nos pères. Je rappelle les titres de vos livres. D'abord, Le Lac d'Or, un roman, un polar. C'est aux éditions Albin Michel et c'est par un spécialiste du genre, Jacques-Pierre Hamet. Ensuite, un livre qui secoue, qui remue, qui va beaucoup choquer. Abécédaire de la bêtise ambiante par Alain Soral. C'est aux éditions Blanche. Par Isabelle Juppé. Un livre très agréable à lire, La femme digitale, les femmes et le net. C'est aux éditions Jean-Claude Lattès. Et puis alors, François Berléand, il y a d'abord Le Fils de l'homme invisible. C'est vraiment un petit bijou aussi, ce livre merveilleux qui est sorti chez Stock, qui sera bientôt édité, j'espère, très vite en livre de poche. Le Fils de l'homme invisible, une sorte d'autobiographie aussi déguisée, mais c'est formidable. Et puis, il y a la bio, bien entendu, maintenant, la première, il y en aura d'autres, par Guy Zilberstein, François Berléand, petite conversation entre amis, ça c'est chez Balland. Et puis il y a la pièce, parce qu'on va, à partir de mercredi, on va pouvoir vous voir tous les soirs au Théâtre du Rond-Point avec Pierre Arditi et puis les autres. C'est la pièce de Michel Ribes et Roland Topor en façon des sketchs. Ça s'appelle Bataille. Voilà. Merci, cette émission est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure sur France 5, c'est-à-dire le samedi à 17h55 sur les réseaux hertziens pour tout le monde. Et puis un peu plus tard, seconde diffusion à 23h05 pour tous les petits vénards de la TNT, du câble et du satellite. En attendant, vous pouvez toujours nous retrouver sur le site internet de France 5, où on attend par exemple vos questions pour nos prochains invités, et comme Claude Guéant, le secrétaire général de l'Élysée. N'oubliez pas, il faut toujours mieux lire un livre que de regarder la télévision. À la semaine prochaine, donc, avec Claude Guéant. Et puis, en attendant, je vous laisse entre les mains blanches et douces de Paul Amar pour Revue et Corrigé. Salut Polo!